allons démarrer cette session. Bonjour à tous, chers invités. Nous sommes là par rapport au thème PPP et développement des collectivités territoriales, enjeux et perspectives. Moi, je suis Lamine Lo, fondateur du cabinet Zaman Capital, un cabinet de conseil dans les partenariats publics-privés. Et dans ce cadre, le cabinet, à travers sa direction Impact, contribue dans le développement des capacités à travers différents produits, notamment le produit qui nous réunit aujourd'hui qu'on appelle PPP for All, qui a pour vocation de partager et d'échanger avec des experts de renommée sur les PPP pour faciliter sa compréhension et surtout avoir un cadre d'échange qui peut impacter le recours au PPP. Donc, c'est pour cette raison, c'est le département Impact qui nous invite aujourd'hui et je suis le modérateur. Nous sommes à la 7e session de ce rendez-vous PPP for All et le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est le développement de nos collectivités territoriales, le partenariat public-privé ou les partenariats public-privés peuvent-ils être un levier dans ce cadre. Donc, nous allons aujourd'hui nous interroger sur le véritable rôle que peuvent jouer les partenariats public-privés pour accélérer le développement des collectivités territoriales face aux enjeux de contraintes budgétaires. Et sur cette question d'importance pour nos pays et notamment dans l'espace UEMOA, au niveau du sujet partenariat public-privé où il y a une directive qui est en place, nous avons donc aujourd'hui deux invités de taille, Alassane et Amadou Bassirouba. Je vais les présenter avant, bien entendu, d'introduire en détail les questions que nous allons les poser. Nous avions également comme invité M. Watt Léopold, qui a un contretemps, mais qui a pris le soin, bien entendu, de partager sa contribution sur ce sujet que nous allons projeter tout à l'heure quand la question ou les questions qui sont dédiées seront posées. Donc, j'invite le professeur Alassane. Bienvenue à Alassane Diop. Je vous laisse vous présenter, voilà, ou vous préférez que je vous présente. Voilà. Monsieur le modérateur, je vous laisse le soin de nous introduire. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Merci. Je pense que Alassane est quelqu'un connu dans les PPP. Voilà, il est économiste, ingénieur financier, spécialiste en gestion de projets et en partenariat public-privé. Précédemment, directeur des financements et des partenariats publics-privés du Sénégal au ministère en charge des partenariats jusqu'en 2019. M. Diop est membre du groupe de réflexion des experts qui travaillent autour de People First PPP. Comme vous savez, actuellement, il y a une génération de PPP qu'on appelle People First PPP. C'est un sujet d'actualité sur le fait que dans les 3 pays, voilà, quand même, au-delà de l'enjeu profit, développement durable, voilà, il y a comment recentrer la population au cœur, ce qui ferait même 4 P en fait. People First, voilà, il est expert donc, pour ce sujet qui relève du développement durable. Pour le compte de l'Organisation des Nations Unies, Commission pour l'Europe à Genève en Suisse. Et je peux témoigner que récemment, il a fait une publication qui a, à travers LinkedIn, qui a fait quand même susciter beaucoup d'intérêt auprès des acteurs. Il est également membre du comité consultatif pour le développement des PPP de la Banque Ouest-Africaine de développement basée à Lomé, au Togo. On est dans l'espace UEMOA, tout le monde connaît la BOAD avec son rôle central dans le financement de l'économie réelle et avoir quelqu'un comme M. Diop dans son comité de consultatif sur les PPP, c'est d'une grande importance et donc il est membre du comité des experts sectoriels de l'UEMOA et il a contribué dans le travail
de la directive PPP de l'espace UEMOA. Pour résumer, il est l'un des maîtres d'œuvre de la réforme sur le cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés au Sénégal, entamée en 2016 et finalisée en 2021. En sa qualité de formateur sur les PPP, il intervient dans de nombreuses grandes académies, parmi lesquelles l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où il dispense des cours aux intervenants. Je peux citer également le fait que M. Diop est intervenant dans un de nos produits qui s'appelle PPP for Experts. Donc, c'est la certification sur les PPP pour devenir expert. Il est l'intervenant principal pour conférer aux acteurs les aptitudes pour pouvoir réaliser des PPP. Donc, il est également intervenant au salon Mediba qui s'organise à SAPAX en Tunisie et au Forum Africa PPP à Londres. Donc, en résumé, il est membre de l'équipe internationale des experts PPP des Nations Unies, Commission pour l'Europe, qui travaille autour des questions de durabilité dans les projets d'infrastructure. Voilà, il a un parcours engageant sur les PPP, mais en plus de ça, depuis 2022, il a rejoint la prestigieuse ARMP devenue ARCOP et est en charge, donc il est le responsable au niveau de l'ARCOP, de l'entité donc en charge de la régulation de la commande publique au Sénégal. Il est le chargé des partenariats publics-privés à la faveur, bien entendu, de la réforme qui consacre la dite structure comme organe de régulation et de contrôle a posteriori des PPP. Pour conclure, M. Alassane est un expert aguerri dans les PPP et il intervient à la fois en tant qu'éducateur, formateur, expert sur ces sujets et nous sommes ravis de l'avoir sur ce sujet collectivité territoriale où il nous partagera ses perspectives sur des questions importantes que nous allons lui poser. Merci Alassane. Voilà, en attendant d'avoir Amadou, je vais présenter M. Léopold Watt, qui est notre troisième intervenant et qui est excusé voilà, à la dernière minute en raison d'une contrainte, voilà, mais qui a partagé un enregistrement que nous avons écouté tout à l'heure. Voilà. M. Léopold Watt est titulaire du brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est administrateur civil principal. Ancien sous-préfet, préfet et gouverneur, il a pris sa retraite en tant que directeur général de l'administration territoriale, consultant et formateur spécialisé en décentralisation et en gouvernance territoriale. Il enseigne les finances et la fiscalité des collectivités territoriales. Donc, nous avons l'honneur d'avoir la contribution de M. Léopold Watt. Amadou, est-ce que vous êtes avec nous? Voilà, comme ça, je vous présente et puis on passe aux questions. Je vais présenter Amadou Bassirouba pendant, voilà, peut-être s'il a des contraintes techniques, parce qu'on va rester dans le temps imparti. Voilà. Monsieur Amadou Bassirouba est depuis le 1er janvier 2023 responsable du pôle collectivité territoriale au sein de l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé. Donc, nous avons en face de nous une ressource qui est au niveau de l'organe expert des PPP au Sénégal, mais il est également le responsable du pôle collectivité territoriale au sein de cet organe. Titulaire d'un master professionnel en finance et actuellement il fait un MBA en management de projet. Il cumule 15 années d'expérience dans le développement, la gestion de projets, notamment dans les secteurs de l'énergie, des mines, du transport, de l'agriculture et de l'agrobusiness. Il a été lead sur le premier contrat de partenariat public-privé PPP à paiement public signé en 2023 à la suite de la réforme de la loi 2021 sur les PPP au Sénégal. Donc, c'est un grand chapeau à Amadou pour avoir contribué sur le premier résultat de la loi 2021 en travaillant, quand même, en dirigeant voilà, ce travail pour signer le premier contrat de PPP. Il a également contribué à la mise en place et à la publication d'un portefeuille de projets PPP d'un montant supérieur à 2100 milliards de francs CFA au Sénégal
et nous serons ravis de l'écouter sur quelles sont les initiatives sur les PPP. Donc, je m'en vais vous faire l'intro rapide sur le sujet que nous avons et qui nous réunit aujourd'hui. Bien entendu, je tiens à remercier les participants. Nous sommes à plus d'une cinquantaine actuellement de participants. Et merci pour ceux qui ont accepté de nous rejoindre. Et ça me donne aussi l'opportunité de féliciter de nouveau professeur Alassane pour avoir contribué dans la certification de plus d'une vingtaine d'auditeurs dans les PPP. Et j'espère que ces experts seront avec nous aujourd'hui, certains d'entre eux, pour nous aider à relever le débat. Donc, on est dans un espace d'échange et que la raison pour laquelle les PPP sont devenus cruciaux est double. D'un côté, nous avons des collectivités qui font face à d'immenses besoins en infrastructure. De l'autre côté, leurs budgets sont souvent insuffisants pour couvrir les besoins en matière d'autonomie. Cette équation est au cœur de l'essor des PPP. Il représente une solution pour mobiliser des ressources privées là où les infrastructures publiques sont limitées. Mais toutefois, le Sénégal a adopté une politique ambitieuse de décentralisation. Cette politique, comment elle se conjugue avec la loi 2021 sur les partenariats publics-privés? Les collectivités territoriales peuvent-ils faire des PPP dans le contexte du Sénégal, qui est un exemple, mais ce que nous sommes en train de dire relève de l'espace UEMOA? Quels sont les défis qu'ils rencontrent? Pour faire étayer ce sujet, nous allons inviter le professeur Alassane, pour nous éclairer sur d'abord qu'est-ce que c'est qu'un PPP et PPP dans les collectivités territoriales, pour nous permettre d'entrer en matière sur le sujet. Donc, professeur, je vous laisse la parole pour nous éclairer sur le sujet, de PPP dans les collectivités territoriales. Selon votre expérience, quels sont les principaux avantages de recourir au PPP pour les collectivités territoriales et quels sont les défis ou dans quel cas ça crée réellement de la valeur? Merci beaucoup, CEO Lamine, comme j'ai l'habitude de vous appeler. Merci de nous avoir donné cette opportunité de communiquer avec, en tout cas, les participants qui ont vraiment bien voulu, en tout cas, accepter de suivre ce webinaire. Je tiens d'abord à vous féliciter, à vous encourager, en tout cas pour l'initiative, en tout cas les nombreuses initiatives que vous êtes en train de prendre avec le cabinet Zaman Capital. Des initiatives qui ne font que renforcer en tout cas ce qui existe déjà sur les partenariats publics-privés avec les différents organes de gouvernance qui ont été créés par la loi. Mais vous êtes une structure, en tout cas, qui se positionne sur un pan très important, l'appui aux autorités contractantes, la formation, en tout cas, vous favorisez bien entendu, comment dirais-je, l'expertise dans le domaine. J'ai l'habitude de le dire à beaucoup des étudiants que j'encadre pour les inciter un peu à se rapprocher de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'avant, quand on avait besoin de faire une certification, c'était quand même avec la Banque mondiale, avec d'autres, ou bien dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, localement, au niveau domestique, nous avons une structure, n'est-ce pas, qui s'occupe de ces questions et qui donne quand même valablement en tout cas des parchemins qui permettent en tout cas aux pratiquants d'avoir même un diplôme ou bien une attestation qui prouve que quand même ils ont de la matière. Merci beaucoup Lamine pour tout ce que vous faites et nous vous encourageons très vivement. Nous vous remercions aussi de nous avoir associés à cette réflexion. Vous-même, vous pouviez le faire, hein, honnêtement, et je le dis sans aucune flatterie, vous pouviez le faire vous-même. Ces sujets que vous nous invitez un peu à développer sont des sujets que vous connaissez très bien et pour lesquels quand même nous aurions aussi, souhaité vous écouter. Mais comme vous nous laissez quand même l'honneur de le faire, on va essayer d'aller très vite pour dire d'abord qu'il sera très difficile d'aborder le sujet. Bien entendu, il y a des questions très pointues que vous avez posées relativement aux avantages
et peut-être à la création de valeur pour ces partenariats publics-privés au sein des collectivités territoriales. Mais avant ça, il faut juste répondre à la question à laquelle déjà vous avez déjà répondu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les PPP, c'est pour les collectivités territoriales? Autrement dit, est-ce que les collectivités territoriales peuvent bien faire des PPP? Eh bien, la réponse, vous l'avez dit, c'est oui, parce que si vous parcourez le cadre réglementaire du partenariat public-privé, commençant de la directive de l'UMOA au Code des obligations de l'administration, en passant par la loi de 2021, son décret d'application et ses articles, et ses arrêtés bien entendu subséquents, vous verrez que les collectivités territoriales sont très bien visibles. En tout cas, dans le seul texte de loi, du décret et des arrêtés, le terme collectivité territoriale est venu au moins 5 fois. Au moins 5 fois. 5 fois d'abord dans la loi PPP, au niveau des définitions de l'autorité contractante, pour dire que, effectivement, les collectivités territoriales ont été citées au nombre des structures capables de faire des PPP au Sénégal. L'autre partie qui me paraît important à signaler et qui est paramétré dans la loi, c'est l'article 34 qui parle des sociétés de projet et qui aménage une brèche aux collectivités territoriales pour leur dire, écoutez, cette loi s'applique à vous, mais vous pouvez l'adapter aux dispositions du Code des collectivités territoriales. Et ce code, bien entendu, permet, bien entendu, aux collectivités territoriales d'associer dans leur partenariat dans la réalisation des projets d'investissement les mouvements associatifs et les groupements à caractère communautaire dans le respect de l'équité et du genre. Donc ça aussi, c'est une chose qu'il faut noter. Et bien entendu, après la loi, il y a le décret d'application de la loi, le décret 1443, en son article 42, qui parle un peu de la commission d'appel d'offres, de l'article 48 aussi du décret qui parle de l'approbation des contrats des collectivités territoriales, qui déroge un tout petit peu au droit commun, parce qu'ici, il s'agit bien entendu pour ces collectivités territoriales de confier l'approbation de leur contrat PPP, n'est-ce pas, aux représentants de l'État. Et bien entendu, après les décrets, il y a les arrêtés 674 qui fixent un tout petit peu comment fonctionnent les commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales. Donc, c'est pour un peu confirmer, monsieur le CIO, ce que vous avez dit sur la possibilité de ces collectivités territoriales de bien faire des contrats de partenariat public-privé. Bon, bien entendu, il y a aussi l'arrêté 33, l'arrêté 675 en son article 3 qui parle un tout petit peu de comment sont formés, bien entendu, les comités de suivi des contrats PPP au niveau des collectivités territoriales. Alors, ceci dit, monsieur le CIO, je vais rapidement passer aux avantages, en tout cas pour les partenariats publics-privés au niveau des collectivités territoriales. Et ce que c'est qu'un PPP? Alors, on n'aura pas besoin, on ne cessera jamais de le répéter. C'est une association entre un opérateur économique, un opérateur privé, avec une structure, en tout cas, qui a vocation à réaliser l'intérêt général pour satisfaire la réalisation de projets, d'infrastructures, de services pour le bonheur des populations. Encore une fois, j'insiste sur ça. On parle très souvent de value for money dans les PPP, mais de plus en plus, si Yo l'a dit tout à l'heure, on parle de value for people. Qu'est-ce que les populations tirent dans ces partenariats publics-privés? Parce que derrière le partenariat public-privé, très souvent, il y a un business. Le business, c'est un opérateur économique qui accepte de mobiliser des ressources, de mobiliser son expertise pour réaliser des projets, pour réaliser des services pour une collectivité publique. Et bien entendu, et derrière cet effort que l'opérateur privé va consentir, il y a, n'est-ce pas, un retour sur investissement. C'est pourquoi il y a du business. Value for people, parce que la vocation de la collectivité publique, quelle que soit sa nature, que nous soyons ministère, que nous soyons agence, que nous soyons collectivité territoriale, c'est la satisfaction des besoins des populations, c'est la satisfaction de l'intérêt général. Et bien entendu, vous vous rendez compte finalement que dans un contrat de partenariat public-privé, nous avons deux intérêts qui apparemment peuvent être antagonistes, mais qui convergent dans un même contrat
pendant un certain moment, donc bien entendu paramétré par la durée. Alors, quand je dis intérêt apparemment antagoniste, l'État a vocation à réaliser des projets, des services pour le bonheur des communautés. Un opérateur, sa vocation, c'est de chercher des opportunités d'investissement, d'apporter un investissement et bien entendu d'attendre un retour sur investissement. Donc, il y a derrière cette activité de l'opérateur, il y a le business, il y a le profit. Alors, l'État, sa vocation première, ce n'est pas en réalité le profit, c'est un tout petit peu. Sinon, un profit économique, socio-économique, c'est la satisfaction des besoins des populations. C'est pourquoi je parle de value for money et de value for people. De plus en plus, c'est un terme qui est développé dans les sphères internationales. Monsieur le CEO, en termes d'avantages, tout le monde sait que le PPP permet ce que les autres formes de contrat de la commande publique n'autorisent pas forcément. Même si aujourd'hui, de plus en plus, il faut le reconnaître, les marchés publics classiques ont tendance aujourd'hui à migrer vers, en tout cas, vers ce qui ressemble à des partenariats plus privés. Si vous regardez l'article 14 du Code des marchés publics, vous verrez bien entendu que désormais, il est possible, dans un marché public, de réaliser un investissement à long terme avec un opérateur, et bien entendu, mais qui ne recoupe pas exactement les caractéristiques des PPP de plus en plus. Donc, la mobilisation des ressources techniques et financières constitue l'un des avantages, le premier avantage du partenariat public-privé. L'opérateur, lui, il a des ressources, il a l'expertise. Et ces deux pans qui sont jumelés me permettent, en tout cas, de soulager mon budget, me permettent de soulager, bien entendu, la communauté en lui transférant un certain nombre de risques, n'est-ce pas, pour la réalisation de projets. Et typiquement, bien dans les collectivités territoriales, tout le monde le sait. Je crois que les ressources sont très faibles, les ressources sont très faibles, les ressources sont trop courtes, et bien entendu, l'aspect mobilisation de ressources financières et techniques constitue un des premiers avantages des contrats de partenariat public-privé au sein des collectivités territoriales. L'amélioration de l'offre de services. Vous savez, les PPP permettent aux collectivités de mobiliser plus de financement, je l'ai dit tout à l'heure, mais de réorienter aussi les ressources publiques vers des projets à forte vocation sociale. Vous savez, les Anglais, ils ont une conception qui me plaît beaucoup. Les Anglais vous disent clairement, la gestion privée, elle est beaucoup plus efficace que la gestion publique. C'est très discutable ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, ils s'adossent sur ce principe pour dire que, in any way, quel que soit ce que l'opérateur privé, n'est-ce pas, peut nous apporter, en termes de technicité, en termes de mobilisation de ressources, nous sommes preneurs parce que tout simplement, ils sont beaucoup plus efficaces que nous et confient leur projet. Et peu importe que le projet soit marchand ou non, parce que parler d'un projet marchand, c'est un projet qui génère de la valeur, j'y reviendrai. Parler d'un projet non marchand, c'est un projet à vocation sociale, où quand même on ne peut pas vendre le service, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine social. Et bien entendu, les collectivités territoriales ont besoin de cela. Autonomisation vis-à-vis du pouvoir central. Parce que la principale ressource que les collectivités territoriales aujourd'hui utilisent provient de la collectivité publique, provient de l'administration centrale en termes de fonds, de concours, n'est-ce pas, et beaucoup de types de fonds qui proviennent de la personne publique pour pouvoir, en tout cas, leur permettre de réaliser des besoins très courts. Et ce PPP peut leur permettre de s'affranchir, en tout cas, entre guillemets, de cette dépendance du pouvoir central pour pouvoir mobiliser d'autres formes de ressources capables, n'est-ce pas, de développer leurs projets. L'effet d'entraînement économique, c'est un autre avantage parce qu'un projet, il va favoriser l'installation de nouveaux acteurs économiques. Vous savez, quand on met un projet de partenariat public-privé, ce n'est pas seulement l'opérateur économique qui y gagne. Ce n'est pas seulement, en tout cas, l'État qui y gagne. Il y a d'autres acteurs économiques qui peuvent, en tout cas, s'engouffrer dans beaucoup de brèches économiques, c'est comme ça que je les appelle, pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, des profits et pour pouvoir, bien entendu, s'enrichir et enrichir la communauté. Parce que, bien entendu, plus il y a de la valeur, plus les populations sont beaucoup plus, en tout cas, à même de participer, bien entendu, à leur prise en charge propre. Alors, le transfert de compétences et d'innovation. Lamine, CEO, vous le dira assez clairement. Dans notre réglementation, aujourd'hui, c'est quand même une chose qui n'est pas négociable.
On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'un opérateur vienne chez nous, réaliser un projet, mobiliser des ressources, montrer son expertise et après prendre ses bagages et partir comme ça sans pour autant, bien entendu, laisser quand même son empreinte, former nos acteurs, former nos populations à pouvoir gérer eux-mêmes. Et ça, quand même, c'est un avantage pour les collectivités territoriales qui, en réalité, si vous y allez, la configuration des collectivités territoriales, c'est un tout petit peu un service technique très limité avec des expertises qui ne sont pas très pointues. Donc, l'apport du PPP peut quand même leur permettre en tout cas de traverser cette difficulté et d'être quand même à même de prendre en charge certaines activités. Le renforcement de la gouvernance locale, parce que le PPP, au-delà du fait qu'il fait intervenir des ressources et de l'expertise privée, mais on nous apprend à gérer. N'oubliez pas que dans chaque autorité contractante, dans le cadre d'un partenariat public-privé, nous avons la mise en place d'un comité de suivi d'un contrat de partenariat public-privé. Et ce comité de suivi, bien entendu, enrôle l'acteur. Bien entendu, il y a l'UNAP, il y a d'autres structures qui sont dans le comité de suivi, mais l'autorité contractante, en tant que telle, a la possibilité de faire ce qu'on appelle du learning by doing en suivant le contrat de bout en bout jusqu'à la fin. Donc voilà un tout petit peu le peu d'avantages que j'ai pu ressortir. On n'a pas beaucoup de temps. Et je voudrais peut-être un tout petit peu, Lamine, si vous permettez, un peu parler de la création de la valeur. C'est quoi la création de la valeur dans les PPP et qui constitue, bien entendu, quelque chose qu'on attend des PPP. Nous avons deux catégories de partenariat public-privé au Sénégal. Et le législateur a très bien fait de les catégoriser comme ça. Les PPP à paiement public et les PPP à paiement par les usagers. Un PPP à paiement public, en général, c'est un modèle de PPP qui est plus adapté dans des secteurs sociaux, disons des secteurs dits non marchands, même si c'est discutable. Pour les PPP à paiement par les usagers, c'est les PPP dans lesquels, quand même, on peut vendre le service aux usagers qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir utiliser ce service moyennant le paiement d'un prix. Donc, dans tous les cas, quand on parle de création de la valeur, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve. Si on est du côté de l'opérateur privé, c'est évident, la création de la valeur, elle est importante. Valeur financière, valeur sociale, valeur économique. En tout cas, tout ça, quand on parle de création de valeur, ne pensons pas seulement aux aspects de flux financiers du cash flow. Il y a aussi l'aspect économique, l'aspect social, le bien-être de la population. Vous mettez aujourd'hui un centre de santé dans une collectivité territoriale, mais vous permettez aux populations d'avoir des soins de qualité. Et bien entendu, ici, quand la collectivité publique, bien la collectivité territoriale le fait, ce n'est pas parce qu'elle attend de ce centre de santé des ressources pour pouvoir gonfler son budget. C'est pour satisfaire un besoin qui est quand même un besoin qui est adossé au domaine de compétences, n'est-ce pas, qui lui sont dévolus. Donc, c'est là un tout petit peu la frontière qu'il faut mettre entre la création de valeur, projet marchand et projet non marchand. Parce que quand c'est du côté de l'investisseur, la création de la valeur ne se discute pas, bien entendu. Un investisseur ne s'engage jamais dans un projet PPP tout en sachant que quand même il ne va pas tirer profit. Mais de l'autre côté, l'autre partenaire qui constitue l'autorité publique, sa vocation, c'est la satisfaction de l'intérêt général. J'ai l'habitude de le dire dans la comptabilité nationale, on parle très souvent de production égale consommation finale. L'État le plus performant, la structure publique la plus performante, c'est la structure publique qui parvient à satisfaire les besoins de sa population avec les ressources dont elle dispose. L'effet résultat financier, l'effet qu'est-ce que j'y gagne, l'effet profit, même si on peut l'avoir, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier d'une structure publique, c'est de faire en sorte que les populations vivent très bien avec accès, n'est-ce pas, à des solutions sociales, des solutions sociales à des problèmes. Donc ça, quand même, c'est important de le dire. Et vraiment, pour moi, pour les collectivités territoriales, et j'en termine par là pour laisser la parole aux autres collègues, il y a quand même beaucoup d'axes stratégiques de développement pour les collectivités territoriales par rapport à l'orientation vers ce qu'on appelle la création de valeur. Pour moi, il faut que les collectivités territoriales, intègrent les caractéristiques du territoire dans les projets et les études d'ingénierie, n'est-ce pas, qu'on doit faire dans le cadre des partenariats publics-privés. C'est important, c'est un facteur clé de réussite, de succès. Il faut adapter aussi les offres de PPP au cadre.
Parce que dans le droit commun, les collectivités territoriales, bien entendu, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ont un rôle à jouer dans les PPP. Elles sont considérées au nombre des structures qui peuvent faire des PPP. Mais aussi, faire en sorte que les projets identifiés, les projets qu'elles doivent mettre en place, soient des projets qui offrent une visibilité au secteur privé. On ne peut pas faire un contrat de PPP ou bien un projet PPP sans pour autant penser au secteur privé. Et bien entendu, au Sénégal, n'est-ce pas, c'est une approche qui est très bien prise en compte. L'intercommunalité, j'aimerais bien, CEO, dire qu'actuellement, on est en plein dans ce qu'on appelle l'acte 4 de la décentralisation. Et aujourd'hui, oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous permettre comme ça, on laissera ce point Parfait. M. Watt, normalement, qu'il a abordé. Voilà, Excellent, excellent. merci, Et on attend les questions pour revenir. Voilà. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution très claire et qui, à la fois, a permis de clarifier qu'il y a une base légale pour le recours des PPP par les collectivités territoriales. Et vous avez donné les références, voilà, de cette base légale dans le contexte du Sénégal et au-delà dans l'espace IEMOA. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez développé les avantages, voilà, en mettant le point sur la satisfaction des besoins, donc qui est le value for people, voilà, people first, voilà, et les 3 P deviennent aujourd'hui dans le nouveau jargon people, planet, profit. Comment mettre ces 3 en face, voilà, et surtout, voilà, sur la partie avantage comparé à d'autres acteurs de la commande publique qui peuvent recourir au PPP, il y a 2 avantages spécifiques que vous avez cités, qui est autonomisation vis-à-vis de l'administration centrale et renforcement de la gouvernance locale, qui sont des choses spécifiques pour les PPP, pour les collectivités territoriales. Donc, merci pour cela. J'ai fait le choix, c'est le choix du modérateur de ne pas vous inviter à parler des inconvénients, parce que j'en suis sûr qu'on y reviendra à travers les questions ou les défis. Donc, j'invite Michel Wade pour nous parler et nous présenter, voilà, les défis rencontrés pour recourir aux collectivités territoriales, parce que tous ces avantages exprimés par Alassane, dans la réalité, en tout cas dans le contexte en Afrique subsaharienne, notamment sur l'espace UEMOA ou au Sénégal, voilà, le recours au PPP, des PPP par les collectivités territoriales reste un défi majeur. Pourquoi? Voilà, donc quels sont les freins pour recourir à ces PPP qui présentent beaucoup d'avantages? Voilà, donc Abdoulaye, si tu peux nous partager, voilà, la vidéo. Abdoulaye, est-ce que c'est possible? Sinon, je peux bien, pour des raisons de temps, aller lire, voilà, ce qu'il nous a proposé. Je te laisse encore la main. Encore une fois, je voudrais dire que je me sens très honoré d'avoir été associé à cette activité qui peut vraiment contribuer au renforcement de notre décentralisation au Sénégal, parce que cette décentralisation doit reposer sur les ressources humaines. Les élus comme techniques, compétents et pleinement conscients de leur rôle et de responsabilité. Merci beaucoup, M. Watt, pour avoir en tout cas honoré cette séance, voilà, avec votre présence et surtout de nous avoir permis de nous avoir en ligne, parce que nous sommes sur un sujet quand même d'actualité et votre expérience montre bien que c'est important d'avoir quelqu'un qui a du vécu sur le sujet, et notamment en termes de contrôle de légalité. Et c'est là où nous allons poser une question sur le sujet d'intérêt qui est le partenariat public-privé. Peut-il être une solution pour soulager le budget des collectivités territoriales? Y a-t-il des freins
ou des éléments que vous anticipez comme défi face à ce sujet qu'est le partenariat? Voilà, merci, merci, M. Lo. L'une des contraintes majeures de nos collectivités territoriales au Sénégal aujourd'hui, c'est le financement du développement local. On est tous d'accord que nos collectivités territoriales n'ont pas toujours les moyens de remplir convenablement leurs missions, notamment en matière d'investissement. Les ressources propres des collectivités territoriales ne sont pas suffisantes. Et il s'y ajoute que les transferts de l'État, elles sont considérées non seulement pas suffisantes, mais ensuite il est parfois très difficile d'y accéder. Et leur mise en disposition est caractérisée parfois avec beaucoup de retard qui perturbe la mise en œuvre des projets des collectivités territoriales. Vous constaterez même que dans la nomenclature du budget des collectivités territoriales, les dépenses d'investissement sont essentiellement prises en charge par des contributions de l'État pour d'autres structures. Donc, il me semble, une limite congénitale de nos collectivités territoriales en matière de promotion du développement. Alors, pour combler donc, tous ces manques liés à la rareté des ressources au niveau des collectivités territoriales, il est évident qu'il faut qu'on regarde ailleurs. Et c'est dans ce cadre que le partenariat, les contrats partenariat public-privé apparaissent comme une solution. Peut-être pas la seule, mais en tout cas une solution pour assurer les investissements indispensables au niveau des collectivités territoriales, parce que seuls les investissements peuvent promouvoir le développement. Quel mécanisme? Il s'agit de créer une possibilité de partenariat entre les privés qui ont des moyens d'investir et la collectivité territoriale qui a besoin de ces moyens pour promouvoir son développement. Et c'est dans ce cadre que l'on peut appréhender l'importance des contrats de partenariat public-privé. De quoi est-ce qu'il s'agit? La collectivité, je te donne un exemple, a un projet de réalisation de complexe commercial, d'un marché. La collectivité elle-même n'a pas dans son budget les moyens de réaliser ce projet. Et cette collectivité saisit un promoteur qui a les moyens et qui l'invite à travailler avec la collectivité pour réaliser ce marché-là. Mais pour que la personne privée puisse accepter de s'investir dans un projet, il faut qu'elle ait les assurances qu'au terme de l'opération, lui aussi, il puisse avoir un retour de fonds et de bénéfices. Et c'est là-bas qu'intervient l'importance de la nécessité d'une bonne négociation des contrats de partenariat public-privé. Quels sont les freins, voilà, pour pouvoir quand même voir le développement des PPP dans les collectivités territoriales, voir bien, en tout cas, les freins sur la mise en œuvre. Quels sont les freins majeurs sur la mise en œuvre des PPP dans les collectivités territoriales? On se heurte à quoi, voilà, comme obstacle? Le premier frein que je cite, c'est l'évitement de nos collectivités territoriales. On a beaucoup de collectivités territoriales dont la viabilité pose problème. Bon, sans cet environnement de viabilité, il n'est pas possible d'envisager des projets qui puissent attirer l'attention du privé. Et cela doit amener à valoriser ce qui est prévu dans le code général des collectivités territoriales, l'intercommunalité. Ils doivent mettre ensemble plusieurs collectivités autour d'un projet structurant qui impacterait un certain nombre de collectivités territoriales. Deuxième entrave, c'est la capacité technique.
les opérations de PPP sur le plan juridique et technique sont parfois assez complexes et les collectivités territoriales peuvent ne pas toujours disposer de ces ressources techniques humaines nécessaires pour réaliser ce projet. Et ensuite, il y a, j'appellerais un peu la pesanteur de la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Nous parlons bien du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais cette libre administration, sur certains aspects, peuvent constituer pas peut-être des freins, mais des ralentissements de l'initiative des collectivités territoriales pour la réalisation de certain nombre de choses. Et de ce point de vue, il ne faut pas négliger la problématique de l'accès au foncier. Parce qu'au Sénégal, notamment dans beaucoup de collectivités, l'accès au foncier, notamment pose parfois des problèmes. Donc, c'est un ensemble de difficultés que nous avons, et donc pour pouvoir s'engager dans un processus de partenariat public-privé, il faudra bien les identifier et trouver les solutions. Voilà un peu très rapidement ce que je pourrais dire sur ce point précis. Merci beaucoup. C'est très apprécié et c'est bien noté, en tout cas, le fait que le secteur privé, à la fois les entrepreneurs, de trouver des canaux de dialogue. Voilà, et ça, nous allons interpeller l'unité PPP sur cette question, qu'est-ce qui peut être fait, et sur la partie mise à niveau à travers d'actes comme nous. Voilà, c'est bien noté et c'est très apprécié. Voilà, et je pense qu'on aura l'occasion, en tout cas, de pouvoir collaborer. En tant que cabinet, nous sommes en train de travailler pour proposer une offre dédiée aux collectivités territoriales en termes d'accompagnement pour pouvoir faire les PPP dans un schéma standardisé, et la mise à niveau est le premier élément de départ. Effectivement, il faut comprendre les PPP pour pouvoir bien les recourir. Merci beaucoup, M. Wade, pour le temps que vous nous avez accordé et surtout cette contribution sur ce sujet qui relève d'intérêt pour tous les acteurs. Encore une fois, merci moi aussi, je vous remercie beaucoup de m'avoir associé à cette activité. Je réitère ma disponibilité pour d'autres activités qui seraient liées à cette problématique-là. Je vous remercie encore une fois. Ouais, merci Amadou, Abdoulaye, pardon, pour la technologie, et on s'excuse pour la qualité de la vidéo, mais l'enregistrement est très clair. Voilà, donc M. Wade en fait a une réunion au niveau de la Sénat qui a été décidée à la dernière minute, ce qui fait qu'il n'a pas pu être là. Il a tenu à partager sa contribution tôt ce matin avant d'aller à cette réunion. Nous adressons nos vifs remerciements. Et pour rappel, donc, il a soulevé quand même un certain nombre de freins qui se résument sur 4 points: l'émiettement territorial, le déficit de capacité technique, l'insécurité foncière et la pesanteur de la tutelle ou la lourdeur de la tutelle. Voilà, et il a invité sur l'intercommunalité comme un élément de solution, et dans la réflexion ou la suggestion qu'il a soulevée, je lui ai indiqué que l'intervenant suivant, c'était Amadou Bassirouba de l'unité PPP, responsable des pôles collectivités territoriales. Amadou, est-ce que voilà, tu es avec nous, et si tu peux nous aider à savoir est-ce qu'il y a une stratégie de portefeuille de projet voilà, par rapport à ces défis que rencontrent les collectivités territoriales pour pouvoir matérialiser un objectif de PPP dans les collectivités. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Lamine, est-ce que vous m'entendez déjà? J'ai eu des problèmes de connexion. On te reçoit très bien, Amadou. Et merci encore. Pendant ton absence, bien sûr, on a eu l'opportunité de présenter qui est Amadou Bassirouba, mais n'hésite pas, si j'aime trop, tu veux parler notamment de l'unité PPP. Voilà, et de la partie collectivité territoriale avant de répondre à la question que j'ai soulevée. Oui, je ferai foi de la présentation qui a été faite à Amadou Bassirouba. Voilà, je suis sénégalais. Effectivement, j'ai
une formation en économie et en finance à l'Université de Dakar. Voilà, j'ai été expatrié dans des pays africains à Lomé, où j'ai été dans un fund manager précisément. J'étais analyste financier. Voilà, j'ai eu à surtout travailler sur des projets dans le secteur énergie renouvelable. Maintenant, et suite à un appel à candidature du Sénégal pour la mise en place de cette équipe-là, de la DFPP d'abord, voilà, lors de la réforme. Maintenant, après de l'UNAP, quand la réforme est aboutie, voilà, j'ai eu l'opportunité d'être recruté. Et c'est le moment de remercier, de rendre un vibrant hommage à M. Lo qui est là, voilà, qui nous a donné cette opportunité et quoi qu'on puisse dire, qui est notre mentor aujourd'hui sur les PPP. Voilà, quand il s'agit de se parler de ce sujet, voilà, on fait très attention parce qu'il y a l'expert principal qui est là et qui nous a vraiment formés. Donc, merci beaucoup à M. Lo Lamine. Et rendre un vibrant hommage à Zaman également, qui est aujourd'hui d'accompagner sûrement, mais certainement les projets, globalement, administration centrale comme collectivité territoriale. Voilà. Donc, rapidement, par rapport à... c'est le moment aussi de M. Diop, hein, de les remercier pour les interventions. J'ai écouté M. Diop et Moudawat et les féliciter pour l'intervention. Maintenant, je pense qu'il y a, par rapport à la question, pour aller vite et bien, il y a deux sujets. Effectivement, il y a une stratégie d'intervention de l'UNA sur l'accompagnement des collectivités, initialement avec cette task force-là qui a été mise en place. Voilà, parce qu'on a compris que c'est une cible qui est assez complexe en termes de profil. Voilà, le déficit des compétences est plus ardu. Donc, l'assistance technique également, surtout du point de vue une approche rapprochée, doit être mise en place. Donc, c'était l'objet de la task force, aujourd'hui qui est carrément un pôle au niveau de l'UNAP, avec un responsable de pôle qui a été désigné à ma personne. Voilà, en termes d'approche, on avait démarré, pour aller vite et bien, démarré sur une approche prudentielle. Voilà, c'est 500 et quelques collectivités territoriales. À l'interne, on n'avait certainement pas les ressources d'accompagner tout le monde, de recevoir 500 tout au début, et surtout qu'on était dans une logique d'apprentissage. Donc, il fallait vraiment identifier les projets pilotes où nous jugeons que ça peut être les premiers à aller, les quick wins, et de mettre en place une équipe qui les accompagne. Maintenant, dans le sourcing, dans l'identification des projets, l'approche, c'était de se dire, est-ce qu'on fait les appels à projets? On a eu à le faire, on a reçu ces appels à projets. Est-ce que, de par une identification préalable des collectivités qui ont peut-être les prédispositions, pour diverses raisons, le budget, la situation géographique, voilà, un certain nombre de prérequis que la collectivité doit avoir, et on les accompagne. Donc ça, c'est l'approche avec laquelle on a démarré. Mais quand même, une réflexion qu'on est en train de mener après avoir appris pendant 3 ans aujourd'hui, c'est de se dire quand même, malgré les projets qu'on a reçus, aujourd'hui très peu ont abouti en termes de, en tout cas, on regarde le cycle de vie du projet PPP. Voilà, aujourd'hui, il y a un portefeuille, c'est une trentaine. Il y a 4 projets qui ont eu à avoir des rapports d'évaluation préalables et il y a un projet qui est en phase de transaction avec l'usine à Pavache. Est-ce qu'on peut aller faire mieux? Certainement oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'assistance technique et surtout de l'approche d'intervention, surtout en termes d'encadrement des projets et surtout des secteurs où nous jugeons qu'il y a un fort potentiel au niveau collectivité territoriale, aujourd'hui, je pense que on réfléchit de plus en plus sur cette approche. Donc, une approche plutôt programme, d'identifier aujourd'hui des secteurs où on juge qu'il y a vraiment un potentiel de faire intervenir des secteurs privés, vu le profil de ces projets-là, et parce qu'on en reçoit de l'intérêt, de l'intéressement de l'intérêt au niveau de ce secteur privé-là, qui veulent investir, on se dit pourquoi ne pas structurer des programmes comme ça. Donc aujourd'hui, on a fait une proposition, on s'est rendu compte que le secteur marché, voilà, il y a un fort intérêt et un fort potentiel, c'est l'économie même des communes, il y a de l'intérêt des privés et derrière même, il y a d'abord de l'intérêt des autorités contractantes à construire ou surtout, et ça c'est ce qui va nous aider à réhabiliter des marchés où déjà il y a un fonds de commerce. Tout ce qui est aussi secteur santé avec le relèvement de plateaux techniques de postes de santé ou de centres de santé, c'est également un fort besoin. La gestion du stationnement également y figure. Donc ça, c'est à peu près au niveau de l'UNAP. Maintenant, partie collectivité territoriale. Quelle stratégie de portefeuille à avoir? C'est également un grand sujet. Des 3 ans, ce qu'on a appris, et surtout ce qu'on a appris à ne pas faire au niveau collectivité territoriale,
c'est d'identifier des projets au niveau de leur PTI, plan triennal d'investissement ou plan annuel, voilà, tiré de leur plan de développement, de voir mais quels sont les projets où on n'a pas le financement et de nous envoyer ça, et de l'inscrire dans le cycle PPP. C'est certainement ce qu'il n'a pas lieu de faire, parce que ce n'est pas efficient du tout, ce n'est même pas l'objectif d'un PPP. Voilà. Aujourd'hui, à date, je répercute l'exemple qu'on a eu à vivre avec l'ancien coordinateur. On est allé à Lofane. Écoutez, la première réaction quand on est allé visiter ce site-là, de ce marché hebdomadaire, la question c'était, mais est-ce qu'un privé va être intéressé à venir ici? C'est pour dire, écoutez, avant d'identifier les projets à inscrire dans le cycle PPP, il y a quand même des questionnements que l'autorité contractante, que la commune doit se poser. C'est des questions, c'est quoi? Je veux construire une infrastructure, c'est une infrastructure publique, délivrer un service public. Quelle est la situation de la demande, une analyse préliminaire sur cette infrastructure que je vais construire? Ndofane, par exemple, on nous disait c'est un marché où c'est tous les hebdomadaires, c'est tous les mardis, si je me rappelle très bien. Voilà. À part ça, les autres jours de la semaine, écoutez, nous, on est arrivé le jeudi, il n'y avait rien du tout. Voilà. Est-ce qu'un privé sera intéressé? Voilà. Peut-être oui, mais a priori, cette analyse préliminaire pour dire, écoutez, ça coûterait combien par rapport à la fréquentation le mardi juste, écoutez, est-ce que ça intéresserait le privé d'y intervenir? S'il intervient, mais quelles sont les autres solutions possibles, surtout par rapport à l'intercommunalité dont on parlait? Je pense que c'est M. Wad ou M. Diop qui en parlait tout à l'heure. Comment faire pour mettre en échelle pour que, écoute, la taille critique du projet et surtout la fréquentation plus intéressée? Voilà. Quelles sont les contraintes de la commune du point de vue budgétaire? Je pense qu'aujourd'hui, en perspective, on dit, mais le financement, le PPP comme mécanisme de financement alternatif, entre guillemets, il peut y avoir vraiment du faux là-dessus, mais quand même, il y a un impact budgétaire, surtout sur les projets sociaux, il y a des risques budgétaires. Donc, on doit partir du budget de la commune. Quelles sont mes contraintes que j'ai, surtout quand je veux structurer des projets PPP, où il y a un engagement budgétaire direct, PPP paiement public, où éventuellement il y a des risques budgétaires, ça c'est un peu plus technique, on en reviendra. Globalement, une autre question parmi tant d'autres, mais écoutez, en termes de marketing territorial, est-ce que ma commune est intéressante, va intéresser un opérateur pour venir s'y investir, et surtout selon les secteurs à identifier? Ça, a priori, des questions préalables. Voilà. Maintenant, quand même, après 3 ans, on considère, vu le vécu, qu'il y a une démarche méthodologique sur la stratégie portefeuille. Je prends la première étape, la vision sur les PPP. Une question à se poser ou comment je vais dire, un dogme à se poser, c'est que moi, collectivité, qu'est-ce que je veux atteindre sur les PPP? Et pour ça, je donne un exemple en cours avec la commune de Pékin-Ouest, avec laquelle on est en train de travailler sur la réhabilitation d'un marché. Tout au début, il nous a dit, je reprends ces mots, je l'ai écrit, je souhaite être le premier maire du Sénégal à réaliser un projet de réhabilitation de marché par le biais d'un partenariat public-privé. Et c'est lui-même qui dit, l'objectif est de ne pas subir les mêmes revers sur les autres conventions signées par le Code général des collectivités territoriales et qui souvent terminent en contentieux. Le projet n'est pas fini, le projet est mal fait et souvent mal géré. Voilà. Et cette vision-là, on se rend compte que ça lui a permis d'attendre 1 an pour avoir la ressource pour préparer les projets, parce qu'il fallait être en discussion avec GSL, les convaincre pour mettre la ressource là-dessus. Et c'est surtout de comprendre le temps qu'il faut pour la préparation et la structuration des projets, cette vision-là. Parce qu'il se dit, sur les PPP, je veux le faire, et cette vision-là me contraint à mettre le temps et la ressource qu'il faut. Pour nous, en perspective, c'est important de l'avoir. Maintenant, cette vision-là, il y a des actions clés. Je pense que M. Diop l'a dit tout à l'heure. Dans quel secteur je veux faire des PPP? Parce qu'il y a un gap. Et éventuellement, ce gap, le privé, là, par le biais de PPP, peut nous permettre de le résolver. Secteur éducation, les secteurs sociaux, par exemple. On peut en faire. Maintenant, il faut avoir de la vision là-dessus. Mais quand même, sur les secteurs marchands, c'est moins critique. Mais quand on est sur les secteurs publics, il est bon qu'on parte de cette logique de planification pluriannuelle. C'est que quoi qu'on puisse dire, il y a une forte probabilité qu'il y aura des engagements budgétaires directs, mais même si notre budget est limité, mais écoutez, partant de notre budget,
a priori, qu'est-ce qu'on affecte en termes de paiement public en perspective et sur le moyen long terme, la planification publique. Pour moi, cette visibilité-là, les communes doivent nous le permettre, doivent en perspective l'adresser pour qu'après, quand on va accompagner sur la structuration des projets secteurs sociaux et surtout à paiement public, qu'on puisse dire, mais voilà à peu près les engagements budgétaires, les couvertures budgétaires possibles pour pouvoir inscrire. Ça, c'est la partie vision, globalement, adossée à une planification. Deuxième étape, je pense que c'est le pipeline à constituer. Je souligne pipeline, je ne suis pas encore sur le portefeuille, parce que je pense qu'il y a cette distinction-là qu'aujourd'hui qu'on doit faire. Ce pipeline-là, c'est surtout identifié dans notre... Après avoir fait ce diagnostic, et sur tous ces secteurs, ces visions-là, et sur tous ces projets-là, a priori, mais on part sur quel projet prioritaire, et surtout avec une approche à 3 niveaux, l'impact, je pense que Lamine disait tout à l'heure, ces 3 P-là, People, Planet, le troisième, je ne l'ai plus. Quels sont les projets qui sont les plus impactants, sur lesquels je vais y aller? Maintenant, après, ces projets, je les ai identifiés selon ces secteurs-là sur lesquels je veux aller, sur les PPP. Mais écoutez, éventuellement, il y a des projets sociaux. A priori, on a fait une estimation, quel est le coût de ces projets? Et a priori, si je devrais engager des ressources budgétaires en termes de paiement, ça devrait être quoi? Une analyse au moins sommaire. Ça, je pense que ça va aider dans la définition de ces projets prioritaires sur lesquels on va y aller. Sur l'aspect risque, je pense que c'est un peu plus technique. On aura l'occasion techniquement d'accompagner les collectivités. Une analyse à faire, mais à titre préliminaire, ce coût-là, c'est combien? Si l'on rapporte au budget d'investissement de la commune, c'est combien? Est-ce qu'on peut s'engager? Parce qu'il y aura d'autres risques également analysés sur ce projet-là à court, moyen, long terme. Voilà, je pense que c'est des analyses que, techniquement, il faudra qu'on accompagne les collectivités à le faire dans la structuration des projets pilotes dans leur pipeline. Maintenant, on va sur le portefeuille à mettre en place. Voilà, comme troisième niveau, après la vision, après la définition de ce pipeline-là. Pour nous, le portefeuille, c'est là où c'est critique parce qu'on part des contraintes budgétaires des collectivités territoriales. Les budgets sont limités, alors qu'il nous faut investir sur la ressource de la préparation. Donc, notre pipeline, c'est le projet qui a été préparé, qui a subi le cycle, entre dans le cycle et qui sera soumis au niveau du NAP pour avis. Donc, un projet sur lequel on doit investir, c'est-à-dire mettre la ressource dans la préparation. Pour moi, c'est une contrainte qui est là et que pour structurer le projet et lever cette contrainte-là. Maintenant, aujourd'hui, on a fait la planification budgétaire, on a identifié, mais à date, quelles sont nos possibilités budgétaires, surtout en termes de ressources à allouer pour la préparation, quelles sont les autres ressources alternatives qu'on peut avoir. L'objectif, c'est de se dire, par rapport à cette planification-là qu'on a, quels sont les projets PPP à engager à court terme, à moyen terme et à long terme. Pourquoi je considère que c'est un élément important? Parce qu'au fur et à mesure qu'on accompagne les autorités, on veut délivrer des projets PPP, mais il y a la contrainte du temps qui est ardue. Les gens nous disent toujours, écoutez, ça prend du temps. Écoutez, alors que moi, j'ai l'échéance électorale qui vient écouter en 2027. C'est le cas actuel, on le vit actuellement. Donc, dès que l'autorité publique aujourd'hui prend la main et est élue, je pense que les techniciens au niveau de communes doivent leur permettre, dans cette logique de planification, de leur dire, écoutez, le PPP prend du temps, le PPP nécessite de la ressource de préparation, c'est ça qui est disponible par notre budget. Écoutez, voilà nos engagements entre guillemets, en termes de PPP qu'on peut délivrer à moyen long, court et long terme. Les courts termes, écoutez, par rapport à notre planification, peut-être une année sur les 5 ans, peut-être, parce que cette ressource-là est disponible, on peut l'engager sur la préparation et après aller mobiliser le secteur privé. Je pense que cette perspective de se dire, dans la planification budgétaire, quoi qu'on puisse dire, c'est notre effet de levier pour avoir sécurisé, en tout cas préparer le projet et après aller chercher l'opérateur privé, il est important. Quatrième point, alors en perspective, c'est surtout la structuration des projets PPP collectivités territoriales. C'est également un facteur de succès essentiel pour réussir nos projets, c'est-à-dire identifier l'opérateur privé. Alors, la structuration, c'est l'allocation des risques, voilà, je passe sur le contrôle de la mine, et ce DAO et le contrat à faire. Coûteux, voilà, et qui va se rajouter au coût lié à la préparation. Mais en tout cas, une réflexion qu'on est en train de mener, partant de l'expérience, par exemple, de Chabanel, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas avoir des structurations type? C'est une réflexion qu'on est en train de se mener. Et surtout par rapport au marché de Chabanel, où on est sur la réhabilitation, et il y a quand même, quoi qu'on puisse dire, un profilage et des risques qui reviendront
au niveau de toutes les collectivités territoriales. C'est quoi? Quand je dis risque, en tout cas des principes ou des hypothèses de base qui vont venir. C'est quoi? On est sur le domaine public, on a des contraintes là-dessus. Voilà, on ne pourra pas tout faire avec, surtout en termes de modèle de paiement et d'aliénation possible. On est sur un paiement commerçant, usager, voilà, mais qui est adossé à un droit d'entrée. Ça apporte quelque chose. On est sur un fonds de commerce qui est valorisable. On est sur un droit d'occupation à percevoir par la commune, mais qui peut être que la commune peut renoncer à ça, et maintenant, après le PPP, il revient. Donc, c'est des hypothèses de base à priori sur lesquelles on est en train de partir pour préparer ce projet-là en phase de structuration. Si on le finit, écoutez, si on a un projet de réhabilitation de marché au niveau de Kaolack, ou au niveau de Tamba, ou au niveau de Ziguinchor, fort probablement, c'est des hypothèses sur lesquelles qui vont revenir et sur lesquelles on va se baser pour structurer. Ce qui va peut-être évoluer, c'est le willingness to pay. Ils seront prêts à payer combien. Et après, bon, écoutez, on sera sur quelle durée du contrat éventuellement pour. Mais en tout cas, tendance par rapport à ces différents points en termes d'allocation de risque, selon ces différentes hypothèses, écoutez, ça va revenir. Structuration type qui permettra de dire, écoutez, peut-être que sur les ressources à allouer sur cette partie-là, ce sera moindre. Voilà, parce que les problématiques reviendront. Voilà, donc a priori, pour répondre à ce sujet sur le portefeuille, voilà à peu près la modeste contribution qu'on a au titre de l'UNAP. Voilà, et surtout dire à l'attention de nos collectivités territoriales, voilà, c'est la préparation des projets au niveau collectivité, et c'est surtout par rapport à le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une solution alternative au financement par le budget? Oui, mais écoutez, quoi qu'on puisse dire, le budget va le budget. Donc, surtout parce qu'il y a un engagement direct possible, projets sociaux, ou éventuellement il y a des risques budgétaires à adresser, surtout en cas de problème sur le PPP à venir. Voilà, Lamine et l'équipe de Zaman Capital, la contribution que je voudrais faire par rapport à ce sujet-là. Merci beaucoup encore et merci à tout le monde. Merci Amadou, c'est très riche, vraiment un très grand merci pour la profondeur sur les exemples et sur les défis de l'entité en charge donc de mettre en œuvre les PPP, accompagner en tout cas les collectivités territoriales pour faire des PPP. Nous avons bien noté le switch d'approche entre une approche projet qui va vers une approche programme. Voilà, c'est bien noté. Et la recommandation à la fin sur la nécessité d'avoir des structures types. Je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Voilà, peut-être, sauf si le professeur Alassane souhaite rajouter quelque chose, c'est mieux qu'on prend 2 à 3 questions. Comme ça nous permet quand même quelque part de pouvoir revenir sur des points importants sur la mise en œuvre que Amadou a soulevé, qui relève du défi que Michel Wade a indiqué, voilà, d'une part sur le fait que les entités, voilà, il y a un éméritement territorial et il y a un déficit de capacité. Voilà, Amadou en a rajouté maintenant sur le processus de sélection ou de choix des projets, qui est notre défi à prendre en compte. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on laisse l'auditoire la parole avant de reprendre sur ce sujet? Abdoulaye, est-ce qu'il y a des questions ou Alassane, voilà, Si je pense qu'on peut prendre les questions. Il y a déjà 2 volontaires qui sont signalés. Après, on pourra résumer. D'accord, parfait. Donc, Abdoulaye, je te laisse. Donc, on m'a signalé Abdoul Kadr Sey. Abdoul Kadr Sey, vous avez la parole. Voilà, et puis Bintou se prépare. Monsieur Sey, vous avez la parole. Voilà, si M. Sey a des problèmes techniques, on va passer la parole à Bintou Mouri Kaba. Voilà, et maximum 2 à 3 minutes, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre. Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, je Bonjour. crois que on monsieur s'entend. S est revenu. Bon, c'est Abdou. Ok, c'est je vous Abdou. laisse. Ok, allez-y. Ben, je m'excuse, on avait coupé mon micro, raison pour laquelle je ne pouvais pas intervenir. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier, M. Lo, et à l'ensemble de son équipe Zambal Capital, mais aussi à tous les intervenants. Mais aussi, nous tenons à remercier M. Al-Hassan, qui nous a soutenus et accompagnés durant toute notre rédaction de notre mémoire, qui portait sur le contentieux des partenariats publics-privés. M. Lo, j'ai une question que j'aimerais poser. Dans le cadre des collectivités territoriales et partenariats publics-privés, j'aimerais savoir quels sont les déterminants qui conditionnent ou bien qui peuvent conditionner la réussite des PPP dans les collectivités territoriales sénégalaises et dans quelle mesure leur maîtrise peut-elle favoriser un développement local durable et efficace. C'est bien noté, on va prendre... Oui. Et je voulais aussi demander à M. Amadou le nombre de projets des collectivités territoriales inscrits dans le portefeuille des PPP de l'INAP. Ok, c'est noté. Donc, facteur de succès et nombre de projets inscrits. Et nombre de projets, vous parlez de projets collectivités territoriales ou projets PPP Oui, évidemment. globalement? Non, des projets. Ok. Merci, M. Sey. Ouais. Donc, on passe à Bintou Mori Kaba. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour ce brillant exposé. C'est toujours intéressant de suivre un sujet aussi intéressant. Alors, ma question est la suivante. En tant que profane déjà, je m'intéresse vraiment à ce domaine. Alors, c'est de savoir justement que le PPP qui est considéré aujourd'hui comme un outil stratégique innovant et avec tout ce que ça comporte, on comprend qu'il y a certains qui pensent que le PPP représente une solution durable, effectivement, au déficit d'infrastructures. Sauf que, contrairement à cela, d'autres craignent aussi que le PPP ne crée à long terme une certaine dépendance accrue, mais vis-à-vis du secteur privé. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette affirmation? Enfin, maintenant, la deuxième chose, très rapidement, c'est effectivement par rapport aux deux modes de PVP. Au Sénégal, j'ai compris qu'il y a le mode à paiement public et à paiement, que d'autres appellent peut-être marchand. Est-ce que l'option PPP à paiement mixte, comme on entend souvent, probablement aussi une option utilisée au Cameroun, de ce que j'entends, est-ce que cette option, vous pensez qu'elle n'est pas la meilleure option à ce jour, étant donné qu'il pourrait avoir des difficultés, autant côté, je dirais, si c'est un paiement seulement marchand, exclusivement marchand, ou sinon si c'est un paiement exclusivement public, le fait de mutualiser les deux, est-ce que ce ne serait pas encore une meilleure option que de rester sous les deux options à paiement public et privé? Merci. J'en avais d'autres, mais bon, je vais quand même laisser parce que je ne suis pas... Voilà. Merci. Merci, M. Kaba. On va passer à Lamine Touré. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit recevez. M. Touré. Oui. Ah, ok, d'accord, merci, monsieur Le. Permettez-moi d'abord de remercier les intervenants pour leur brillante intervention. Juste une question pour tout le monde, c'est juste par rapport, on sait tout le monde que les collectivités territoriales au Sénégal rencontrent d'énormes difficultés d'ailleurs sur le plan financier. Maintenant, ma question est de savoir, on sait que les PPP sont des moyens qui peuvent permettre aux collectivités de répondre à certains besoins, surtout en matière d'investissement. Mais maintenant, est-ce que les collectivités territoriales sont outillées pour faire recours à ce type de partenariat PPP? Parce qu'on sait que dans la majeure partie des collectivités territoriales, il y a d'abord problème de logistique, problème aussi de ressources humaines avec un main-d'œuvre qui n'est pas qualifié. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire recours à ce type de financement sans pour autant être outillés logiquement et de façon sur le plan aussi de ressources humaines qualifiées? Merci.
Merci, M. Touré. Nous passons à Manu Ibrahim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis Ibrahim Abdoumanou. Déjà, je tiens à rendre hommage aux différents intervenants, surtout M. Lamillo et M. Alassane Diop, qui m'a aussi éclairé par rapport à la rédaction de mon mémoire et aussi à M. Amadou Bassirouba et durant mon séjour au niveau de l'UNAP. Et votre engagement et vos expériences et vos analyses constituent une véritable source d'inspiration et d'apprentissage pour nous tous. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer à apprendre à vos côtés et bénéficier encore longtemps de vos précieux éclairages. Donc, ma question concerne dans le contexte du développement des partenariats publics-privés au niveau des collectivités territoriales. Comment garantir la soutenabilité budgétaire à long terme, notamment en tenant compte des capacités financières limitées de certaines collectivités et des risques liés à l'endettement implicite ou aux engagements hors bilan? Et surtout, quel mécanisme de gouvernance et de suivi recommandez-vous pour assurer l'équilibre entre l'attractivité des PPP et une bonne discipline budgétaire? Donc, c'est ça. Merci. Merci. On va prendre deux dernières. Hassan Touré, voilà, et puis Pierre Mendy. Hassan Touré, vous avez la parole. Hassan Touré. Si Hassan a un problème de micro, Pierre Mendy peut prendre la parole. Alors, bonjour à tous et merci pour cette brillante exposé. Alors, moi, j'avais déjà mis mes questions sur le chat. Donc, le premier s'adressait à M. Alassane. C'était de voir s'il pouvait partager les dispositions juridiques et réglementaires majeures sur l'utilisation des PPP dans les collectivités territoriales. On les avait cités en début de présentation pour avoir un cadre de référence. Alors, la deuxième question s'adresse à M. Ba. Alors, c'était avec son retour quels sont les secteurs en fait aujourd'hui clés qui peuvent susciter l'intérêt des partenaires privés pour des projets PPP dans les collectivités territoriales? J'avais aussi une dernière question pour M. Ba, c'était de savoir quels sont les moyens qui sont envisagés, qui existent déjà, mis en œuvre par l'unité d'appui aux partenaires publics-privés pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des projets PPP, au vu quand même de l'insuffisance des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. Souvent, ils ne sont pas outillés en termes d'expertise pour dérouler des projets de partenariat public-privé. Donc, comment on peut les aider? Comment l'unité nationale d'appui au PPP peut les accompagner? Merci. Et est-ce que Hassan Touré est toujours disponible? Sinon, il y a Magaï Abdougaï qui peut prendre la parole. Voilà, comme ça, on clôture. Oui. Bonjour, CEO. Et... Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, c'est Hassan. Allô? Oui, c'est Hassan. Bonjour. Oui, Hassan, Magaï, attendez qu'Hassan prenne la parole, puis Magaï. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis Hassan Touré. Je suis très heureux de participer à ce webinaire qui est assez intéressant et surtout avec la participation des experts et tout ce qui a été dit donné comme information sur la PPP. J'ai peut-être une ou deux questions. La première, c'est de savoir concrètement quelles peuvent être les véritables contraintes que les collectivités ont pour mettre en œuvre les projets PPP de façon pratique au Sénégal. Et également, quels peuvent être les mécanismes d'accompagnement que l'État met en place pour accompagner les collectivités qui n'ont pas forcément qui ne peuvent pas
tenir les engagements financiers adéquats dans la mise en œuvre des projets publics. Voilà un peu les deux questions que je voulais poser. Je vous remercie. Merci. Magaï, vous avez la parole et j'ai vu dans le chat quelqu'un écrire, comme ça on prend toutes les questions. Voilà. Et puis après on passe aux intervenants. Voilà, donc bonjour. Allez-y. Voilà, bonjour CEO. Alors, bonjour aussi. Voilà. Je m'associe aux remerciements maintenant adressés aux panélistes. Donc, suivant voilà, leur brillante maintenant prestation. Bon, mais maintenant, ma question donc s'adresse donc à M. Amadou Ba, parce que voilà, durant maintenant, si juste voilà, durant les interventions, en ce qui concerne maintenant les entraves voilà, liées maintenant donc au succès maintenant des collectivités territoriales maintenant pour le recours maintenant au PPP, j'ai constaté que voilà, parmi les contraintes, il y a ce qu'on appelle maintenant les coûts de transaction. Voilà. Parce que les coûts de transaction, voilà, on a constaté qu'effectivement, pour la mise en place maintenant d'un projet PPP, vraiment, voilà, les coûts de transaction sont élevés. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'INAP voilà, est prête maintenant donc à supporter maintenant les coûts de transaction pour pouvoir maintenant accompagner les collectivités territoriales maintenant dans la préparation et l'identification des projets PPP. Donc, c'est ça ma question voilà, aujourd'hui. Merci, Madeleine. On prend la dernière personne, Gagnement Bamar, c'est ça? Ah, voilà, comme dernière personne, et ça fait 7 intervenants. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, c'est d'abord saluer l'initiative de Zaman Capital et vraiment saluer les panélistes et les différents participants. Moi, j'avais une question qui s'articule autour de donc qui indexe un peu le responsable du pôle collectivité territoriale au niveau de l'UNAPP. Parce que nous qui sommes au niveau des collectivités territoriales, on a souvent un problème avec certaines conventions qu'on donne à, je dis, des concessionnaires. Parce qu'on a souvent certaines taxes comme les fourrières, comme les gestions de parking, ou bien ceux qui font les sabots. On a souvent des prestataires avec qui on veut travailler. Bon, on a commencé à travailler. Je pense que la formalisation à notre niveau n'est pas très bonne. On voulait savoir la relation tripartite. Comment ce pôle peut nous aider à mieux structurer ces types de collaboration ou bien de conventions pour qu'on ait des conventions type vraiment structurées qui entrent vraiment dans la légalité financière parce que ce sont des taxes qu'on est en train, je dis bien, d'externaliser et qu'on a budgétisé nous en interne. Maintenant, comment on peut circonscrire cet angle pour rester dans la légalité et vraiment dans la performance qu'on attend au niveau des PPP? C'était ça ma question et merci à tous. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question et on a l'impression d'entendre la dernière question comme si elle venait d'une collectivité territoriale. Voilà, avec un cas pratique réel pour Amadou Bassirou. Donc, il y a des questions qui se chevauchent, voilà, notamment sur tout ce qui est les moyens pour appuyer à la mise en œuvre des PPP dans les collectivités territoriales. Voilà, peut-être Amadou, je redonne la parole d'abord à Amadou sur ces sujets de moyens, ainsi de suite. Voilà, tout ce qui est en rapport avec le portefeuille. Et puis, professeur Alassane prendra le reste et si besoin, je compléterai. Voilà.
Donc, Amadou, je peux te citer les points. Donc, il y a cette question fraîche, voilà, sur qu'est-ce qu'il faut faire sur des besoins type fourrière et autres. En tout cas, y a-t-il des conventions type ou comment les assister pour aller sur quelque chose, pour être dans la légalité, pour collecter ces taxes, vu que c'est des formes de PPP, mais souvent, ces prestations récurrentes sont faites sans rentrer dans le cadre. Voilà, c'est une des questions. Il y a la question sur les mécanismes pour accompagner la mise en œuvre des PPP ou mécanismes dispositifs pour faire face aux frais de transaction, aux coûts de transaction, pardon. Il y a également question par rapport aux défis de préparation, donc manque d'expérience, voilà, et les délais. Et il y a la question qui est différente des moyens. Y a-t-il des secteurs attractifs pour le privé? Voilà, donc voilà des questions que j'ai résumées pour toi sur la partie mise en œuvre. Oui, merci beaucoup, Lamine. Je pense que sur ce dernier point sur les secteurs, on vous en a parlé tout au début, surtout par rapport à la nouvelle approche et partant du vécu qu'on a jusqu'à maintenant sur les 3 ans. Quels sont les secteurs qui reviennent le plus au niveau du portefeuille? Aujourd'hui, c'est le secteur des marchés. Voilà, je pense que c'est plus de 60% même du portefeuille de projet en termes de requêtes d'accompagnement, en tout cas fiches de projet déposées au niveau de l'UNAP. Et c'est quand on regarde aussi Oui. Est-ce que tu peux juste rappeler le portefeuille, comme ça il y a la question sur le portefeuille. Je sais que tu en as parlé. Le portefeuille aujourd'hui, c'est une trentaine de projets. Voilà, et c'est autour de 30 milliards quand même. Voilà, collectivité territoriale en termes de budget d'investissement, c'est pas mince. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, c'est surtout le secteur, les infrastructures de marché qui reviennent souvent en premier. Voilà. Maintenant, c'est souvent ces types d'infrastructures où on reçoit même les privés. Il y a des OIP même. On a reçu des OIP où les privés disent, écoutez, je veux me positionner sur la construction de tel marché ou la réhabilitation de tel marché. Deuxième, c'est tout ce qui est secteur santé. Voilà, on reçoit beaucoup de projets où on veut relever le plateau technique de tel poste de santé ou tel centre. Quand je dis beaucoup, c'est par rapport aux trentaines. Et même, il y a des OIP là, c'est des privés intéressés. Maintenant, troisième secteur qui nous est venu tout de suite dernièrement, et avec une convention qui a été signée et où il y a eu des problèmes, on a demandé d'aller à l'UNAP, c'est la gestion du stationnement, et ça me permet de répondre à la question sur du monsieur, sur ce type de convention-là avec la collecte de la taxe. Effectivement, quand on a reçu la convention, les juristes ont analysé, écoutez, on a vu même l'avis du Trésor public et surtout des perceptions municipales. Sur la délégation, ils ne peuvent pas collecter la taxe. Ce n'est pas délégable. Ils ne peuvent pas collecter cette taxe. Là, c'est une contrainte qu'on a eue. Mais quand on analyse techniquement sur le process, voilà, surtout en termes de facturation ou surtout de l'amende à collecter, on a vu avec la collectivité, écoutez, aujourd'hui, le cycle avant d'aller sur le paiement, parce que le sujet, c'est le paiement de la taxe. Le cycle avant d'aller sur le paiement, c'est qu'il y a quand même des services à offrir, de la mise à disposition de cette personne-là qui doit contrôler, voilà, jusqu'à aujourd'hui la pose, par exemple, de ce sabot-là, par exemple, sur le stationnement. Ce sabot est posé. Après, il faudra qu'on paye. C'est sur ce paiement-là qu'il y a un sujet. Et c'est là où on réfléchit avec la commune pour dire, écoutez, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies qu'on a, surtout avec tout ce qui est wallet, est-ce que ce paiement-là, quand il s'agira de faire ce paiement de la taxe, avec le système, parce qu'on sait qu'il y a un système comme qui est mis en place, l'opérateur, en tout cas, l'usager qui est amendé va payer directement sur ça. Pour qu'on ne supporte pas, qu'on n'ait pas cette contrainte-là légale de nous dire, il ne peut pas, en tout cas, l'opérateur ne peut pas collecter cette taxe-là. Donc ça, c'est par exemple cette réflexion technique qu'on a en perspective, surtout par rapport à ce projet-là qu'on a reçu sur la gestion de ce stationnement. Et effectivement, il y a une contrainte sur la collecte de la taxe, si j'ai bien compris la préoccupation. Maintenant, sur le coût de la transaction, mais moi, je dis même d'abord le coût de la préparation. Il y a une première contrainte, c'est que la collectivité doit pouvoir mobiliser quand même, quoi qu'on puisse dire, même si c'est minime, une ressource pour la préparation de son projet. Je fais fi des OIP, de la ressource, même si c'est minime. Parce que même s'il y a le mécanisme du FAP qui est là,
Mais la perspective, c'est que le FAP certainement va dire, mais il faut une contribution de la commune, certainement. Voilà. Maintenant, la commune contribue. S'il n'a pas planifié ça, écoute, elle ne pourra pas contribuer. Maintenant, en termes de mécanisme, effectivement, le FAP est là pour vous accompagner dans le financement de la ressource des coûts de préparation, tout une partie. Et maintenant, quand il s'agira au niveau de la transaction. Oui, juste que c'est quoi le FAP? Le FAP, c'est le Fonds d'appui à la préparation des projets et un mécanisme qui a été mis en place avec la nouvelle réforme de la loi PPP au même titre que l'UNAP. Donc, ce n'est pas un organe, mais en tout cas, c'est un véhicule qui est mis en place par l'autorité pour accompagner les autorités contractantes dans le financement de leur projet PPP et surtout la préparation de leur projet PPP. Maintenant, en termes d'intervention, le FAP appuie sur la préparation et sur toutes les autres étapes du cycle, y compris la transaction lors de cette phase par exemple, sur la préparation de la structuration avec le dossier d'appel d'offres, le projet de contrat. Le FAP peut vous accompagner lors de la négociation avec la mise au point du contrat, où il faudra peut-être un conseil, la transaction toujours, un conseil. Ça coûte, certes, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, il faut se donner les moyens. Le FAP peut être là si c'est un projet stratégique et accepté. Au niveau de la commune également, il faudra trouver la ressource pour la prise en charge. Vous n'avez pas les moyens quand même. Le FAP sera là, mais il faudra bien trouver d'autres alternatives avec des partenaires qui puissent accompagner sur ce point-là. Voilà, ça coûte. Est-ce qu'un projet qui coûte 100 millions, on peut supporter des coûts de transaction de 200 millions de Zaman qui le demandent? C'est peut-être pas efficient. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un système de péréquation? C'est une réflexion pour te dire, sur ces petits projets-là, par exemple, la réhabilitation des marchés éventuellement, ou des gares routières au niveau des communes, ou des marchés hebdomadaires. Est-ce que si on va au niveau de l'échelle département, où on donne une taille beaucoup plus critique au projet, voilà, on suit un volume de demande beaucoup plus intéressant, ces coûts de transaction, on ne va pas l'amortir. Je pense que c'est parmi les solutions pour cette problématique-là sur les coûts de transaction. Donc, Lamine, je pense que j'ai répondu au secteur, j'ai répondu à la convention, j'ai répondu au mécanisme. Je ne sais pas si j'ai d'autres points. Oui, non, on va passer la question à professeur Alassane, notamment sur la question sur les facteurs de succès, sur l'accès à la base légale, voilà, et sur les mécanismes de suivi. Voilà, mais avant de nous passer la parole, moi, j'aimerais bien quand même, Alassane, tu m'autorises, on fait comme si on était dans la certification, challenger Amadou sur le sujet, notamment sur le cas concret qu'il a évoqué quand même, qui est un besoin ou c'est un sujet de taxe. Je me demande, hein, c'est une question à voix haute que je me permets de poser. Comme on est dans le PPP, est-ce que dans la recherche de solutions avec l'innovation privée dans les PPP, pourquoi on l'appelle taxe? C'est un paiement des usagers. Voilà. Est-ce que si la collectivité devient actionnaire, il ne faut pas le retrouver une partie en bas? C'est une question que je laisse ouverte à mon qui n'est pas tenu de répondre. Le professeur Alassane peut, dans la discussion classique au niveau de la certification, nous pousser sur cette réflexion. L'appellation, en tout cas, si aujourd'hui le sujet est organisé taxes et les taxes sont régies par des textes qui encadrent qui doit le collecter, qui a le droit, s'il y a la nécessité de répondre à un besoin d'intérêt économique et que les usagers sont prêts à payer pour avoir un service de qualité, il y a moyen de contourner l'appellation. Voilà, donc on est dans la structuration, mais je laisse Alassane nous pousser sur cette réflexion. Il y a la question donc, quels sont les déterminants de succès d'un PPP, notamment dans les collectivités territoriales. Voilà, il y a également sur la partie quel mécanisme de suivi, comment gérer l'équilibre, soutenabilité budgétaire dans les PPP. Il y a une autre question, le défi énorme entre les difficultés rencontrées par les collectivités et la nécessité de recourir au PPP donc, sur les moyens. Donc voilà un certain nombre de questions moi, que j'avais notées et je reviendrai plus tard sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, CEO. Merci à Amadou Bassirou, vraiment pour de nous avoir plongé dans l'environnement de
de la gestion quotidienne de cette difficulté que constitue la mise en œuvre des PPP dans les collectivités territoriales. Bien entendu, les questions qui ont été posées prouvent à bien des égards qu'il y a vraiment des défis, il y a beaucoup de défis qui attendent à la fois les autorités contractantes, donc ce sont les collectivités territoriales, mais qui attendent aussi les structures de gouvernance telles que l'UNAP et même l'ARCOP, parce que la dernière question qui a été posée, en tout cas qui a permis à Amadou d'apporter quelques précisions, c'est quand même ces types de conventions qui fusent de partout, qu'on rencontre dans les collectivités territoriales et parfois qu'on a même des difficultés à qualifier. Parfois, quand même, c'est là où on a vraiment un ventre très mou, la qualification de ces contrats. Est-ce que ce sont des contrats déjà de la commande publique? Est-ce qu'elles recoupent exactement ce qui est appelé marché public ou bien partenariat public-privé? That se questionne avant de pouvoir, en tout cas, trouver des solutions à cela. Et je reviendrai sur ce point. Alors, pour la première question, CEO, vous me permettrez de dire que les déterminants pour la réussite, c'est la question posée par M. Sey, Abdoul Khadr. Les déterminants pour la réussite des PPP et mécanismes de réussite, bien entendu. CEO Lamine, que j'ai l'habitude de paraphraser sur cette question, a l'habitude de dire PPP, c'est préparation, préparation et préparation. Alors, préparation, c'est le premier facteur de réussite. Alors, par quoi on appelle, qu'est-ce qu'on appelle préparation ici? Nous avons choisi au Sénégal, dans notre réglementation, de dire clairement que les études de préfaisabilité, les études de faisabilité sont de la responsabilité de l'autorité publique. Donc, c'est l'autorité qui doit les réaliser. Et si les études de préfaisabilité et les études de faisabilité permettent d'avoir une bonne structuration du projet, voilà le facteur clé de réussite d'un projet de partenariat public-privé. Si un projet est mal préparé, vous avez toutes les chances de ne pas le réussir. Et bien entendu, c'est la raison pour laquelle le législateur a pris, en tout cas, le choix de positionner l'autorité contractante sur la préparation, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Dans certains pays, notamment en France, il peut même être lancé un projet en phase d'APS, d'avant-projet sommaire. Mais chez nous, la seule possibilité pour qu'un opérateur privé puisse réaliser les études, c'est dans le cadre des offres d'initiative privée qui constituent bien entendu une dérogation au droit commun, aux droits qui permettent à l'autorité contractante de bien préparer son projet. Donc, les facteurs déterminants, c'est une très bonne préparation et des ressources humaines capables, pas de faire réellement la préparation de ces projets, parce que on connaît l'histoire, les projets qui sont préparés au sein des autorités contractantes sont préparés par des cabinets comme Zaman et d'autres cabinets, n'est-ce pas, qui peuvent le faire. Donc, jouer le rôle de veille, jouer le rôle de pouvoir apprécier la qualité, n'est-ce pas, des livrables, c'est là où on attend l'autorité publique qui doit mener un projet de partenariat public-privé, n'est-ce pas, et voir l'opportunité de le mettre sur le marché. Bintou, sur la dépendance du secteur privé. Alors, moi, je me pose la question, si on se pose la question de la dépendance au secteur privé dans nos projets d'infrastructure tout court, je parle de projet tout court, je ne parle pas de PPP ou autre. Alors, pour moi, cette question-là, je ne sais pas trop si elle mérite, en tout cas, est-ce qu'on devrait, c'est une bonne question, c'est une très bonne question, mais je veux dire, c'est quoi le rôle du secteur privé finalement? Le secteur privé, si quand même on aménage un cadre pour dire au secteur privé, venez, on va réaliser ensemble nos projets, mais quoi de plus normal que sur certains pans, qu'on puisse en tout cas dépendre de ce secteur privé, si bien entendu, ce que le secteur privé nous apporte constitue une solution durable pour les finances publiques, constitue une solution durable pour l'expertise, n'est-ce pas, dont on a besoin pour pouvoir gérer les projets. Maintenant, cette dépendance, elle peut s'estomper au fur et à mesure qu'on met en œuvre les projets PPP, parce que quand on fait un projet, dans un domaine bien entendu, le retour d'expérience nous permettra de le copier pour d'autres projets. Donc, cette dépendance, il faut l'accepter, parce que tout simplement, l'expertise se trouve de l'autre côté. Et bien entendu, cette expertise, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour paramétrer dans les dispositions contractuelles quelque chose qui nous permet d'organiser le transfert de compétences. Paiement mixte, why not? Mais cela dépend. Alors, nous, on a clairement dit, pour un PPP à paiement public, il faut que les paiements de l'opérateur proviennent essentiellement du budget public.
Pour les PPP à paiement par les usagers, c'est le contraire. Alors, cela ne veut pas dire que quand même d'autres ressources publiques, des ressources publiques ne viennent pas, bien entendu, accompagner cette mobilisation des ressources de l'opérateur privé. Et comment on va les appeler? Ce sera sous forme de subvention d'exploitation, ce sera sous forme de subvention d'équilibre, ce sera sous forme de subvention d'investissement. Et cela dépend, bien entendu, de ce qu'on appelle PPP à paiement mixte. Mais dans tous les cas, nous avons été très clairs. Dans un PPP à paiement public, les paiements proviennent essentiellement du budget public. Et dans un PPP à paiement par les usagers, bien entendu, les PPP, les paiements sont effectués par l'opérateur privé. Donc ça, c'était pour monsieur Bintou et M. Touré. Je crois que, est-ce que les PPP, les collectivités publiques les collectivités territoriales sont outillées pour la gestion de ces contrats? Bon, je crois qu'Amadou a répondu à cette question, si je ne me trompe. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui le législateur le permet et que le pouvoir réglementaire prend un décret, des arrêtés sont pris, bien entendu, par le pouvoir réglementaire, c'est parce que tout simplement, il le faut. Il faut le faire. Comment il faut le faire? Il faut chercher toutes les compétences, en tout cas possibles, pour pouvoir le faire. Alors, on peut se faire accompagner par les privés, on peut se faire accompagner par les cabinets si on ne sait pas faire, mais in fine, bien entendu, ce qu'on fait faire, ça nous appartient, c'est notre responsabilité de le faire. Et il nous faut peut-être, si on veut utiliser ce levier que constituent les PPP, il faut nécessairement être outillé pour le faire. Soutenabilité financière, engagement hors bilan. Alors, soutenabilité financière, c'est très simple. Hein? Je suis sûr que CEO Lamine est en train de trembler quand je réponds à cette question, parce que tout simplement, il pourra développer plus que en dire plus que ce que je vais dire. D'ailleurs, il y a aucune chance pour un projet d'être mené, d'être réalisé, si vraiment la soutenabilité budgétaire n'est pas au rendez-vous. Alors, soutenabilité financière, soutenabilité budgétaire. Parce que quand on parle de soutenabilité, on peut se mettre des deux côtés. Du côté de l'autorité publique, c'est la soutenabilité budgétaire. Est-ce que moi, si je m'engage à faire un PPP à paiement public, sur le long terme, j'ai toutes les ressources nécessaires pour pouvoir respecter mes engagements? Je le disais il n'y a pas très longtemps à une autorité publique qui doutait de la constance ou bien de la régularité des paiements qui est attendue de l'État. Et je lui dis, mais attention, si vous attaquez un projet PPP et vous êtes sûr que vous n'êtes pas en mesure de payer les loyers périodiques et réguliers pendant toute la durée du contrat, bien entendu, mieux vaut chercher d'autres schémas parce que le PPP ne s'adapte pas à ces genres de situations. Donc, soutenabilité budgétaire, clairement, avant de s'engager, l'État, l'autorité contractante est sûre à 100% que, bien entendu, cette soutenabilité budgétaire sera au rendez-vous. Donc, il n'y a aucun risque. Si la soutenabilité n'est pas au rendez-vous, le ministère ou bien l'autorité concernée ne va même pas donner le cutis pour que le projet passe à une étape supérieure. Pour les engagements hors bilan, c'est un débat. Le passif conditionnel que ça crée, quand l'État, la structure doit inscrire certains passifs comme les garanties et tout ça dans son budget, comment il doit le traiter. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle les engagements qui ne sont pas des engagements directs, qui ne sont pas inscrits directement dans le budget, mais qui sont des engagements hors bilan, qu'on appelle aussi des engagements indirects. Et bien entendu, c'est des questions qui sont gérées par le ministère en charge des Finances, qui peut apprécier, n'est-ce pas, la conduite à tenir par rapport à cela. Et très rapidement, les secteurs éligibles, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que Amadou a déjà répondu à ces questions. Les contraintes pour la mise en œuvre, on en a déjà parlé, Amadou aussi en a parlé, et les mécanismes d'accompagnement de l'État. Mais dans tous les cas, quand on repart, parce que le Code général des collectivités territoriales matérialise, en tout cas la loi de 2013, matérialise un tout petit peu la volonté de l'État d'affranchir les collectivités territoriales comment dirais-je, de l'emprise publique, de l'emprise de l'État. Et c'est une autonomie de gestion, c'est une autonomie d'initiative, c'est un budget que vous gérez vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore de l'État? L'État met en place une loi, l'État met en place un décret, l'État met en place des arrêtés, l'État met en place des structures de gouvernance. Alors, qu'est-ce qu'on attend encore de l'État? L'autre me disait très souvent, pour un État et ses citoyens, pour un État avec ses différentes structures, l'État va beaucoup faire, mais les structures en demanderont toujours. Et bien entendu, on peut toujours continuer à réfléchir pour voir qu'est-ce que l'État peut faire en termes de mécanismes pour pouvoir aider ces collectivités. Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans mon intervention, j'avais un peu parlé de la mécanique
l'acte 4 de la décentralisation, qui aujourd'hui circonscrit l'État du Sénégal autour de 8 pôles territoires. Des pôles territoires qui peuvent servir, comme Amadou l'a dit tout à l'heure, d'intercommunalité et permettre à s'identifier. Et ce qui est charmant, CEO, dans ces pôles territoires, ça veut dire que toutes les activités éligibles, les activités économiques éligibles, les activités sociales éligibles, bien entendu, sont identifiées déjà par cet acte 4, bien entendu, qui est en train de faire son chemin. Et bien entendu, il est très simple aujourd'hui, à partir des identifications qui ont été faites sur ces pôles territoires en matière de développement économique et social, qu'on puisse quand même identifier les meilleures opportunités pour le secteur privé et qui peuvent se positionner sur ces projets pour participer, bien entendu, au effort de développement. Et ça va juguler à la fois la question du manque de ressources. Parce que quand on est ensemble autour d'un seul projet, bien entendu, chacun va apporter ce qu'il peut apporter pour qu'on puisse réaliser le projet ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réaliser dans une commune un projet PPP d'envergure, d'une chaussée, d'une route secondaire, et que ça ne peut pas servir aux communes qui sont environnantes. Donc pour moi, l'intercommunalité est déjà matérialisée par l'État à travers l'acte 4 de la décentralisation qui est quand même en train de faire son chemin et à travers le pôle territoire. Les coûts de transaction, CEO, j'en termine avec ces coûts de transaction qui ont été... qui ont parlé, en fait, c'est Magué en a parlé, Amadou aussi en a parlé. Coût de transaction, coût de préparation, moi je mets tout dans la préparation. Alors, est-ce que ça rejoint un peu la question que j'ai développée tout à l'heure sur la responsabilité de la collectivité territoriale à mener ses études? À mener ses études, par quels moyens? Par des ressources. Parce qu'il faut réaliser les études pour pouvoir faire un PPP. L'UNAP ne recevra jamais un projet qui n'a pas fait l'objet d'études, et bien entendu par rapport à ces trucs. Alors, le dernier point, si vous me le permettez, c'est quand M. Diagne, la question de M. Diagne sur la taxe et toute cette question-là, je crois que j'en ai parlé au début. Pour moi, on reçoit très souvent du côté de la... Oui. CEO, très souvent, on reçoit des demandes d'avis sur certains contrats au niveau de l'ARCOP. Et bien entendu, et parfois, je ne dis pas exactement la position de l'ARCOP sur ces questions, mais ce que j'ai dit là, c'est un peu le constat que j'ai fait, c'est que beaucoup de contrats, beaucoup de conventions fusent dans les collectivités territoriales et qui n'ont pas de qualification juridique en réalité. Et c'est des contrats en général qui échappent même à la concurrence. Parce que la commande publique a des principes. Il y a des principes que la commande publique, de façon générale, partant du code des obligations de l'administration, en passant par les lois et les décrets, des principes paramétrés, notamment le libre accès, la transparence, la concurrence dans ces contrats de commande publique. Et très souvent, ce sont des pans qu'on ne retrouve pas dans ces contrats parce que tout simplement, les gens se lèvent parfois et signent une convention qui ne peut être qualifiée dans la commande publique. Et bien entendu, la question de M. Touré fait sens parce qu'il faut aller dans le sens quand même de rapatrier toutes ces conventions-là dans le strict cadre de la commande publique pour permettre, n'est-ce pas, aux régulateurs, à l'UNAP et à toutes les structures qui gravitent autour des PPP de connaître ces types de projets. Voilà, CEO, je ne veux pas être trop long. Je sais que vous avez aussi des choses à dire. On attend aussi votre contribution par rapport à tous ces points. Je vous remercie et encore merci à Amadou, merci au doyen Léopold, merci aussi à Zaman Capital. Moi, je suis de l'autre côté de la Méditerranée actuellement. Et voilà, j'ai un peu quelques contraintes après dans quelques minutes, voilà, mais je suis quand même jusqu'à la fin. Merci beaucoup, CEO. Merci beaucoup, professeur Alassane, pour cette contribution. Merci à Amadou. Je pense qu'on va, tout à l'heure, je vais vous donner la parole pour lui. Voilà, mais j'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour donner quelques perspectives sur les défis soulevés en tant qu'acteur privé. Surtout, j'ai entendu Amadou nous interpeller parce que nous, les cabinets d'expertise dans les PPP, nous sommes très chers. Et nous faisons partie donc du problème sur ces coûts de préparation. Et en tant qu'acteur, quand même, nous avons un rôle à jouer. Voilà, le diagnostic est très clair. Le défi de l'expertise est un frein pour le développement des PPP dans les collectivités territoriales. Nous, à notre niveau, en tant que cabinet, nous sommes bien en train actuellement de travailler sur une offre pour le marché qui sera normalement publiée la semaine prochaine au plus tard, qui devra prendre en compte ces préoccupations. La première chose, la cible, c'est pour les premières PPP, donc c'est pas
pour PPP, First PPP dans une collectivité territoriale. Ça veut dire qu'on cible bien ceux qui sont en train de faire le premier PPP dans les collectivités territoriales. Deuxièmement, le package comprend 3 éléments. C'est une assistance sur la mise à niveau dans les PPP, puis une assistance sur la préparation et la structuration du projet sur une base forfaitaire qui ne devrait pas excéder 10 millions si les informations sont disponibles. Et troisièmement, une assistance sur la sélection du partenaire privé sur une base de rémunération au succès. Ça sera sur le marché. Pourquoi j'en parle? Parce que sur ce que Amadou a donné comme exemple, je vais relativiser sur les 3 ans et le bilan de la loi 2021 sur les PPP collectivités territoriales. Vous êtes en train de faire les premiers PPP. De mon point de vue, c'est tout à fait normal que les premiers prennent du temps. Il ne faut pas les précipiter, indépendamment des défis des autorités de réaliser les projets. Ces premières vont servir de base pour les répéter. Et vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'avoir des modèles templates, des structures types. Ce sont les premiers PPP qui seront les structures types. Si on prend les secteurs qui se répètent facilement, tels que dans l'énergie, les IPP, on peut parler d'IPP parce qu'il y en a et ça se répète. Dans le transport, c'est la même chose. Donc, quand vous ferez le premier PPP dans une collectivité territoriale, notamment dans un marché ou dans un projet de parking, après le modèle sera plus facile à dupliquer parce que tout le travail de préparation est fait en amont. Et c'est là l'instrument qui est le fonds d'appui à la préparation. Sur cette phase, pour faire les premiers, doit être très agressif pour pouvoir appuyer et faciliter les premiers PPP. Parce que ce n'est pas facile, il faut du financement pour la conception, à la fois des outils et mobiliser les acteurs et les former. Donc, en résumé, je reste d'avis que vous êtes sur la bonne trajectoire au niveau de l'unité PPP avec l'appui du FAP pour matérialiser les premières PPP dans les collectivités territoriales. Et la ville de Dakar en est un exemple, l'appel d'offres est en cours. Et si on voit ces premières, après ça va être facile de les répéter. Ce qui s'est posé sur les parties ou les prestations qui ont été soulevées, en tout cas le défi, c'est de prendre le temps de faire le premier PPP, après passer à l'échelle deviendra plus facile. Et c'est là où arrivera les sujets pertinents de comment faire pour éviter que ça soit une dépendance au privé. Et le professeur Alassane a bien répondu, tout dépend de la préparation. Si on s'y prépare, le premier prérequis qui est un cadre qui protège est déjà là, donc le reste devient facile. Donc voilà en résumé ma contribution sur ce sujet, mais c'est des bons défis et nous tous nous pouvons travailler quand même pour matérialiser les premiers PPP. Donc je vous laisse Amadou ou Alassane si vous êtes pressé de prendre la parole en premier, puis Amadou, comme ça on conclut. On remercie ceux qui ont intervenu et l'audience aussi qui est restée parce qu'on a débordé quand même par rapport au temps prévu. Et merci pour tous les encouragements. Voilà, mais c'est un sujet que nous partageons tous et j'en suis sûr que d'autres auraient pu aborder le sujet mieux en détail. Voilà, mais c'était plus pour créer un cadre d'échange et de discussion. Voilà. Et on remercie donc Michel Ward, voilà, pour avoir contribué en tout cas dans ce sujet et nous partagerons voilà, la vidéo plus tard, l'enregistrement et ça sera disponible. Voilà, donc Alassane, si vous avez un mot voilà, pour clôturer, et puis Amadou, et puis on repasse à la régie Abdoulaye et l'équipe qui a organisé pour les remercier. Mais merci CEO, merci. Nous serons tout le temps disponibles pour vous, pour tout ce que vous avez fait pour les PPP, tout ce que vous avez fait pour ce pays en matière en tout cas de formation, de transfert d'expertise
on sera toujours, en tout cas, disposé et disponible à accompagner et à participer à ces genres d'échanges. Je parle toujours d'échanges parce que certainement parmi les panélistes, parmi les participants, il y en a même qui en savent plus que nous. Et vraiment, ça, quand même, il faut le reconnaître, le Sénégal a fait du chemin. Le CEO, le Sénégal vraiment a beaucoup grandi comparativement à ce qu'on était en 2013, en 2014, en 2016, jusqu'en 2019. Le Sénégal a beaucoup grandi en matière de PPP. Et vraiment, vous avez beaucoup contribué. Je sais de quoi je parle. Et nous vous en serons toujours reconnaissants pour cette matière assez formidable, hein, très formidable, que sont les partenariats publics-privés et qui, en tout cas, aujourd'hui, semble être la parade, semble être en tout cas la solution face aux difficultés que nous avons, non seulement sur le plan budgétaire et sur le plan de l'expertise. En tout cas, merci à l'équipe, merci à Abdoulaye et à tout le monde, à Zaman, à toute l'équipe de Zaman, à Pape Moussa, à Mohamedou Moustapha, à Amadou Bassirou, à Léopold Wade, doyen, et vraiment à très bientôt pour d'autres panels. Merci. Merci, Amadou. Oui. Il y a un problème de réseau de ton côté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. On te reçoit maintenant. Super. Donc, je m'associe à le leadership que ce cabinet a aujourd'hui, surtout pour impulser, après avoir vraiment appuyé l'État du Sénégal, Lamine, à faire la réforme du cadre, mais aujourd'hui à opérationnaliser ce cadre-là et pour avoir surtout les premiers projets signés. C'était le cas sur des EIP qu'on a signés en premier. Aujourd'hui, on est en train d'éprouver le cadre avec des projets qui passent dans une procédure de droit commun d'appel d'offres. C'est le CIRN, c'est aujourd'hui usine à pavage avec la ville de Dakar. Vous Zaman également appuie beaucoup. Vous n'êtes pas visible, mais vous faites un travail formidable. Donc ça, il faut vraiment le dire. Maintenant, aujourd'hui, la perspective, surtout collectivité, non client, pour qu'on aille vite et bien et réussir, il faudra certainement du temps. Lamine l'a dit, il faut donner le temps à ces projets-là d'être maturés, d'être structurés et d'intéresser l'opérateur privé. Mais quand même, un conseil que je vous donne, c'est que dès que vous avez ce projet, posez-vous la question, est-ce que j'ai l'expertise interne ou bien est-ce que j'ai le conseil qui m'accompagne pour pouvoir délivrer? C'est un élément important, quoi qu'on puisse dire. La question de quel est le coût, on en reviendra. Voilà, comment financer ce coût, on en reviendra. Mais quand même, il faut faire accompagner. On l'a dit à la ville de Dakar, on a pu délivrer usine à Pava, délivrer entre guillemets, parce que derrière, vous êtes conseillé. On va sur la ville, on est en train d'identifier d'autres projets, et je leur dis, mais heureusement que vous avez un conseil qui vous accompagne. Donc, collectivité, c'est compliqué, certes, mais ça va être plus simple si vous avez une personne, un conseil qui vous accompagne et qui comprend les enjeux. On nous attend, nous, surtout sur l'accompagnement, l'assistance technique, mais derrière, il y a un biais, on pense surtout les collectivités que c'est nous qui devons faire à leur place. Il y aura un conflit parce que notre rôle, c'est surtout de contrôler. Voilà, le travail qui a été fait par la collectivité accompagné de son conseil. Donc, on ne pourra pas mettre la main mettre la main. Voilà. Donc, aujourd'hui, du coup, des offres de conseils qui essaient de faciliter ce travail-là d'accompagnement et surtout de préparation de projets et de structuration, on est preneur. Maintenant, collectivité territoriale, dès qu'on a ce projet-là, c'est la première question. Comment nous faire accompagner? Et je l'ai dit même à la ville de Dakar, même si vous recevez une OIP, une offre d'un privé qui dit « je suis intéressé », posez-lui la question, vous êtes accompagné par qui? Parce qu'également, on a toujours ces mêmes problèmes. Même sur les OIP, il y a ces sujets-là sur la qualité de l'offre, des sujets sur la qualité de la structuration et sur des sujets sur la compréhension du cadre du process. Donc, la perspective, c'est que ce marché du conseil-là et surtout qui peut vraiment aider, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura cette expertise, aider à ces communes et après l'administration, tout le monde à structurer ces projets PP-là, c'est un élément critique. Voilà, donc c'est mon dernier point et encore féliciter l'équipe et remercier pour le compte du coordinateur de l'UNAP, par intérim, M. Christian, et toute l'équipe pour la confiance qui est donnée à l'UNAP pour participer à ce webinaire-là. Merci encore, merci Lamine, merci à M. Diop, merci M. Wad, Lamine Lo, toute l'équipe de Zaman et aux participants. Merci.
Merci Amadou. Il y a quelqu'un qui pose la question. Et c'est OIP, en fait, c'est les offres d'initiative privée. Et ça sera le prochain thème. Normalement, le prochain webinaire va porter sur les PPP et le secteur privé local. Donc, je ne sais pas comment l'équipe en charge va formuler, mais le sujet sur le défi d'attirer le secteur privé local sera un sujet à notre prochain webinaire. Voilà. Et il y a une question également qui a été posée sur est-ce que les collectivités peuvent faire face pour négocier au privé. C'est une bonne question, mais tout relève de la question des moyens. Ces défis ne sont pas propres aux collectivités territoriales. C'est des défis qui sont propres à n'importe quelle autorité contractante qui doit utiliser un PPP, mais ils sont peut-être plus élevés, plus forts dans les collectivités territoriales parce qu'il y a moins de PPP et il y a moins de moyens pour eux. Donc, il faudrait le comprendre ainsi. Mais dans le cadre de la loi 2021 au Sénégal, et j'ai envie de dire dans la plupart des pays, ce qui est propre pour faire un bon PPP ne dépend pas de l'autorité contractante. Les prérequis, ce sont les mêmes pour réussir un PPP. Et je pense que le professeur Alassane en parlait. Ça dépend de ce qui est fait au moment de la préparation. Ça nécessite des moyens et de l'expertise. Il y a des organes d'experts comme l'unité PPP. Il y a des organes d'appui tels que le fonds d'appui à la préparation des projets. Et il y a les consultants, les cabinets comme nous, IP3, il y a d'autres cabinets voilà, qui sont dans le conseil dans ces PPP. N'hésitez pas, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous allons partager à partir de la semaine prochaine une offre standardisée. On essaie de standardiser voilà, notre intervention sur les PPP dans les collectivités territoriales, bien entendu en ciblant certains segments de marché. Donc, merci à vous tous et on vous donne rendez-vous dans un trimestre pour le prochain webinaire qui sera certainement avec le secteur, sur le secteur privé local. Un grand merci donc à nos invités, professeur Alassane, M. Léopold Wade, le gouverneur, et mon collègue Amadou Bassirouba. Et merci également à nos participants qui ont voulu toujours répondre à cet événement. Et un grand merci à l'équipe qui a organisé, Abdoulaye, Pape Moussa, Djibril, ainsi que toute l'équipe derrière. Merci à l'équipe d'Impact pour nous avoir encore permis d'échanger sur ce sujet, sur le PPP. Voilà, donc rendez-vous dans un trimestre voilà, sur cette actualité pour mieux comprendre les PPP.